Le 21 juin 1941, Hitler lança ses troupes à l'assaut de l'URSS. Aujourd'hui encore, cette attaque est présentée comme la conséquence logique de la doctrine de l'espace vital prêchée dans Mein Kampf. Hitler avait écrit « L'Allemagne sera une puissance mondiale ou bien elle ne sera pas. Mais pour devenir une puissance mondiale, elle a besoin de cette grandeur territoriale qui lui donnera, dans le présent, l'importance nécessaire et qui donnera à ses citoyens les moyens d'exister. Aussi, nous autres nationaux-socialistes, nous jetons nos regards sur l'Est et nous inaugurons la politique territoriale de l'avenir. Mais si nous parlons aujourd'hui de nouvelles terres en Europe, nous ne saurions penser d'abord qu'à la Russie et aux pays limitrophes qui en dépendent. Voilà pourquoi à Nuremberg, l'accusation soviétique prétendit que les buts de la guerre contre l'URSS étaient la conquête de territoires soviétiques. Mais Hermann Göring le contesta absolument. Ce point, dit-il, ne fut jamais discuté avant le début de la guerre. Puis il expliqua « Le Führer avait vu dans l'attitude de la Russie, dans le rassemblement de ses forces à nos frontières, un danger mortel pour l'Allemagne, et il voulait éliminer cette menace. Il estimait que c'était son devoir. Ce qui aurait eu lieu après une guerre victorieuse était une autre question qui, à ce moment-là, n'entrait pas en ligne de compte. » À l'époque, la presse collaborationniste avait en effet présenté l'invasion de l'URSS comme la riposte à une menace soviétique. Propagande mensongère? Réponse dans cette vidéo. Le 23 août 1939, l'Allemagne et l'Union soviétique signèrent un pacte de non-agression. Le même jour, Hitler prévint l'Angleterre que le Reich ne pourrait renoncer à la défense de ses intérêts nationaux d'importance vitale. Avec son ministre des Affaires étrangères Joachim von Ribbentrop, le Führer espérait que le pacte germano-soviétique intimiderait l'Angleterre, poussant ainsi la Pologne à négocier avec l'Allemagne. Et si aucune solution diplomatique ne s'offrait, Hitler voyait dans ce pacte le moyen de concentrer ses forces militaires sur la Pologne, donc de remporter une victoire rapide et ainsi d'éviter une extension de la guerre. De son côté, Staline jouait un jeu plus machiavélique. D'après les révélations d'un ex-général russe, depuis décembre 1933, le dirigeant soviétique, qui se trouvait isolé sur la scène internationale, voulait s'entendre avec Hitler. Mais Staline nourrissait en même temps des projets impérialistes. Ses ambitions portaient des noms, et d'abord les noms des territoires appartenant à la Russie de 1914, Ukraine et Russie blanche rattachées à la République de Pologne, États baltes, Finlande, Bessarabie, après quoi? Et l'auteur d'ajouter « Le néo-impérialisme russe ne pouvait songer à réaliser ses reprises dans une Europe en paix. Seule la guerre à l'Occident offrait à l'avidité stalinienne des possibilités de réalisation au moindre frais. » L'affaire polonaise fut donc pour Moscou l'occasion rêvée. Le 24 août, l'éditorialiste de l'Intransigeant lança « Staline donne à Hitler la permission de se jeter sur la Pologne, voilà ce que chacun comprend. Et si la guerre en découle, tant mieux. » Tant mieux parce que Staline l'escomptait. Un coup de force contre la Pologne provoquerait une guerre avec la France et l'Angleterre. Pendant que les trois belligérants s'épuiseraient, l'URSS, elle, conserverait toutes ses forces. Dès mars 1939, le colonel Larocque avait dénoncé le jeu de Staline. Déclencher à tout prix une guerre européenne, n'y point prendre part et, sur les ruines fumantes des champs de bataille, instaurer la révolution mondiale. En signant avec Berlin le 23 août, le dirigeant soviétique ouvrait la voie à la réalisation de son plan. L'avenir le démontra avec la Finlande et d'autres petits États. Mais le Reich figurerait tôt ou tard parmi les proies. Le 25 août, l'envoyé spécial de Paris Soir en Allemagne avait flairé le jeu de Staline. Il le soupçonnait de s'être souvenu du vers du poète « Si j'embrasse mon rival, c'est pour mieux l'étouffer ». Dès le début, donc, on savait, à l'Ouest, que le pacte germano-soviétique était un jeu de dupes. On connaissait la volonté nourrie par Staline d'en finir avec Hitler, l'anticommuniste qui l'avait privé de l'Allemagne en 1933. On s'attendait à ce qu'un jour ou l'autre, il quitte Hitler, son allié momentané, pour opérer un nouveau retournement diplomatique favorable aux démocraties cette fois.
Cette crainte renforça Hitler dans sa volonté d'obtenir la paix avec la France et l'Angleterre. D'où son discours du 6 octobre 1939, dont j'ai déjà parlé dans un épisode précédent. L'Angleterre puis la France ayant refusé, Moscou avança ses pions, déjà en Finlande avec des premières revendications territoriales. Bien qu'ayant accepté de discuter, inquiète, la Finlande mobilisa. Car personne n'était dupe. La Russie soviétique cherche à profiter rapidement des hostilités entre les grandes puissances pour s'assurer par l'intimidation le contrôle du golfe de Finlande, du nord de la Baltique et du port de Petsamo. Face à la résistance d'Helsinki et sachant qu'en vertu du pacte de non-agression, l'Allemagne n'interviendrait pas, début décembre 1939, l'URSS attaqua la Finlande. L'agression étant caractérisée, les Alliés auraient dû intervenir. Mais leur aide fut très insuffisante, voire nulle. De plus, ni l'Angleterre ni la France ne déclarèrent la guerre à l'URSS. Le 13 mars 1940, au terme d'une lutte héroïque, la Finlande déposa les armes et signa la paix. Mais les exigences soviétiques dépassèrent largement celles formulées en octobre 1939. Le 5 avril, un éditorialiste souligna « Ce qu'ils n'ont pu obtenir au moment de la signature du traité de paix, les Russes tentent de l'arracher aujourd'hui aux délégués chargés de défendre les intérêts de la Finlande. Ce n'est plus seulement telle ou telle partie de leur territoire que les soviets leur demandent maintenant d'abandonner, ils leur demandent de renoncer à leur indépendance. Le constat était exact. Les territoires cédés revêtaient une grande valeur stratégique. Très affaiblie, la Finlande était désormais à la merci du géant soviétique. Tout cela au grand dépit du Führer qui voyait l'URSS s'avancer vers l'Allemagne et se renforcer. Deux semaines plus tard, ce dessin parut. On se moquait d'Hitler qui implorait la paix. Mais pourquoi la voulait-il ? Car il savait que l'Allemagne était désormais menacée par deux ennemis potentiellement redoutables, l'Empire britannique et l'Empire soviétique. À cela s'ajoutait la propagande belliciste pour l'entrée en guerre des États-Unis. Le 12 juin 1940, la presse put annoncer que dans la pratique, la neutralité américaine avait cessé d'exister. 3 jours plus tard, un nouvel événement renforça l'inquiétude du Führer. Après avoir lancé un ultimatum, l'URSS occupa toute la Lituanie, y compris la région qui était déclarée sphère d'intérêt allemand. Certains observateurs en déduisirent que l'URSS avait sans doute voulu renforcer sa position pendant que l'Allemagne était engagée totalement en France. Le 28 juin, après avoir lancé un nouvel ultimatum, l'URSS occupa la Bucovine du Nord et la Bessarabie aux dépens de la Roumanie. Peu après, Berlin apprit que des troupes russes étaient concentrées à la frontière de la Prusse orientale ainsi qu'en Bessarabie. Ces événements éveillèrent des doutes dans l'esprit du Führer quant à l'attitude russe. La crainte d'une attaque surprise germa dans son esprit. Voilà pourquoi, ayant vaincu la France, en juillet 1940, Hitler offrit la paix à l'Angleterre. Le refus catégorique renforça les appréhensions du Führer. À Nuremberg, Hermann Göring expliqua que d'après Hitler, si l'Angleterre, désormais seule, refusait toute paix de compromis, c'était parce qu'il y avait quelque chose qui se jouait dans la coulisse. Il avait été informé que le Premier ministre Churchill avait fait remarquer en Angleterre, à certains esprits inquiets, les deux choses suivantes. D'abord qu'il fallait compter sur un appui accru des États-Unis, tout au moins dans le domaine technique et dans celui de l'armement. Et ensuite, ce qu'il considérait encore comme plus vraisemblable, que Churchill avait déjà engagé des négociations en ce sens avec la Russie et attiré l'attention sur le fait qu'à plus ou moins bref délai, on en arriverait à un conflit. Le journal du général Alder confirme. Le 22 juillet, il écrivit « Staline flirte avec la Grande-Bretagne pour la maintenir dans la guerre et nous paralyser ». Dans les semaines et les mois qui suivirent, Hitler répéta à ses généraux « Il n'y a plus aucun doute que l'Angleterre met ses espoirs dans un conflit sur le continent, parce que, autrement, elle aurait déjà abandonné la guerre dès Dunkerque. On a certainement déjà conclu des accords sous le manteau. Les préparatifs russes sont indubitables et un jour, soudain, on essaiera de nous faire chanter froidement sur le plan politique, ou alors on nous attaquera. » À Nuremberg, le maréchal von Manstein déclara « Nous nous trouvions dans l'obligation, selon moi, de considérer l'Union soviétique en 1940-1941 comme un danger extrêmement menaçant qui aurait atteint son acuité dès que nous aurions définitivement engagé nos forces dans la lutte contre l'Angleterre.
La seule chance d'y échapper eût été de risquer un débarquement dès l'automne 1940, et c'est ce que Hitler n'a pas osé faire. Pourquoi recula-t-il au moment d'ordonner un débarquement? À Nuremberg, Göring expliqua que d'après certains rapports du renseignement allemand, la Russie pourrait nous attaquer dans le dos dès que l'Allemagne serait engagée dans une guerre à l'ouest, soit à la suite d'une invasion par la Grande-Bretagne, soit que l'Allemagne, de son côté, aurait décidé d'envahir l'Angleterre. Ces informations étaient d'autant plus inquiétantes que grâce à un système d'écoute mis en place, l'Allemagne savait qu'à l'été 1940, 100 divisions russes étaient massées le long de la frontière. Telle fut très probablement l'une des raisons pour lesquelles Hitler n'osa pas débarquer en Angleterre. À la place, il espéra la vaincre avec l'arme aérienne. Dans le même temps, il organisa la signature du pacte tripartite. C'était fin septembre 1940. L'Allemagne, l'Italie et le Japon s'engagèrent à rester solidaires dans la guerre qui se déroulait. Mais en vérité, ce pacte fut signé pour tenir les États-Unis hors de la guerre, le temps que l'Angleterre soit vaincue et signe une paix de compromis. La presse collaborationniste l'affirmait clairement. L'accord était un avertissement. Si les États-Unis prenaient une attitude active, ils se heurteraient à tous les moyens politiques, économiques et militaires des 3 États signataires, c'est-à-dire à la guerre. À Nuremberg, l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne confirma. Ce pacte était de nature défensive. J'entends par là un pacte qui, en premier lieu, avait pour but de maintenir les États-Unis en dehors de la guerre. Peu après, il renchérit. Ce pacte pouvait maintenir les États-Unis en état de neutralité et isoler l'Angleterre, de telle sorte que nous aurions pu parvenir à une paix de compromis. Mais l'objectif fut manqué. La Grande-Bretagne tint bon, et pendant l'hiver 1940-1941, Hitler constata l'hostilité croissante des États-Unis, hostilité qui présageait une entrée en guerre. Afin de parer les dangers, le 12 novembre, Hitler émit une directive secrète sur la poursuite de la guerre. Quelques lignes concernaient la Russie. Il était question de continuer les préparatifs militaires déjà ordonnés verbalement. Pourtant, conseillé par Joachim von Ribbentrop, le Führer espérait encore éviter un conflit. Voilà pourquoi, début novembre 1940, le chef du gouvernement soviétique, Molotov, fut invité à Berlin. L'objectif était alors double, clarifier les relations germano-russes et obtenir de l'URSS qu'elle adhère au pacte tripartite. Plus tard, le général Jodl souligna « J'avais placé de grands espoirs dans cet entretien, car la situation militaire pour nous autres soldats était la suivante. Avec une Russie dont la neutralité pouvait nous être assurée et qui, en outre, assurerait encore un certain nombre de fournitures, il était absolument impossible que nous perdions la guerre. » Mais les conversations Hitler-Molotov furent décevantes, voire même inquiétantes. Car les soviétiques formulèrent des exigences énormes. Les mains libres en Finlande et la possibilité de pénétrer en Roumanie. À Nuremberg, Göring expliqua « Le Führer crut que la Russie voulait renforcer ses positions du côté de la Finlande pour surprendre l'Allemagne par le nord et pour être à proximité des gisements de fer suédois qui étaient d'une importance décisive pour l'Allemagne dans cette guerre. En second lieu, lorsque la Russie demandait à pénétrer en territoire roumain et bulgare, la Russie menacerait le flanc sud de l'Allemagne et, en contrôlant les champs pétrolifères roumains, rendrait l'Allemagne dépendante d'elle pour le pétrole. Hitler vit dans ces exigences des créations dissimulées de positions de départ contre l'Allemagne. Dans l'ensemble, cette conversation donna au Führer l'impression que les divergences de vues germano-russes devenaient plus dangereuses. C'est justement cette conversation qui a fait croire au Führer que la Russie était prête à une attaque contre l'Allemagne, et ce sont les questions et les remarques de M. Molotov qui en sont la cause. À cela s'ajoutaient les préparatifs soviétiques qui renforçaient l'inquiétude d'Hitler. Toujours à Nuremberg, Göring précisa « Les informations concernant de fiévreux préparatifs de déploiement de forces dans les territoires nouvellement acquis par la Russie en Pologne, en Lettonie, en Lituanie, en Estonie et en Bessarabie le rendaient particulièrement méfiant. » Malgré cela, Hitler attendit pendant 1 mois les réactions du Kremlin suite à son entretien avec Molotov. Mais rien ne vint et face au danger, le Führer demanda à l'armée de préparer un plan d'invasion de l'URSS au cas où la menace se préciserait. La directive du 22 janvier confirma. Il s'agissait de se préparer au cas où la Russie changerait d'attitude envers l'Allemagne. Le 3 février, le plan militaire de l'invasion de l'URSS fut soumis à Hitler. D'après les renseignements obtenus,
En nombre, les forces soviétiques étaient égales aux forces allemandes, mais leur qualité était moindre. Lors de cette réunion, une carte préparée par l'état-major des armées montra que les soviétiques avaient déjà massé 100 divisions d'infanterie et 25 divisions de cavalerie. De plus, ces informations étaient lacunaires, car la zone russe était difficilement accessible pour les services de renseignements allemands. Enfin, des avions de reconnaissance avaient rapporté des photographies aériennes montrant un grand nombre d'aérodromes. Bref, on pouvait constater un certain degré de préparation de la Russie qui pouvait ainsi, d'un moment à l'autre, entreprendre une action militaire. Sachant qu'il faudrait 8 semaines pour préparer la riposte, car il s'agissait de 26 divisions à aligner, Hitler ordonna qu'elles soient transportées pour le 22 mai. Malgré cela, dans les semaines qui suivirent la réunion du 3 février, la consigne resta la même. On se préparait au cas où la Russie changerait d'attitude. Car le Führer n'était pas sûr de son fait. Face à Joachim von Ribbentrop, il lança « Même s'il nous faut enfoncer des portes, à l'Est, nous ignorons ce qu'il y a derrière ». Voilà pourquoi, durant le premier trimestre 1941, malgré l'ordre de transporter les troupes pour le 22 mai, le Führer resta dans l'expectative. Le 5 mars 1941, d'ailleurs, il émit une nouvelle directive sur la poursuite de la guerre. On lisait « Il convient de faire ressortir notre objectif commun dans ce conflit, de vaincre rapidement l'Angleterre et, de cette façon, d'empêcher l'intervention des États-Unis dans la guerre. » L'objectif restait donc le même, terminer le conflit armé avec une victoire sur l'Angleterre. Tout changea fin mars 1941. La Yougoslavie, dont le gouvernement était favorable au Reich, fut le théâtre d'un coup d'État. Officiellement, il s'agissait d'une affaire purement intérieure, qui n'aurait donc aucune incidence sur la neutralité du pays. À Nuremberg, toutefois, Göring expliqua « Nous fûmes mis très rapidement au courant, à cause de nos étroites relations avec la Yougoslavie, des dessous du putsch du général Simovic. Peu après, on nous confirma l'exactitude de l'information de sources yougoslaves, d'après laquelle cette entreprise jouissait de l'appui politique de la Russie et de l'aide financière de l'Angleterre, ce dont nous trouvâmes les preuves par la suite. Il était clair que cette entreprise était dirigée contre la politique d'amitié du précédent gouvernement yougoslave à l'égard de l'Allemagne. L'affaire Simovic fut en fait le facteur final et décisif qui dissipa les derniers doutes du Führer sur la position de la Russie et l'incita à prendre à son égard des mesures préventives en vue de toutes les éventualités. Contre-interrogé par l'accusation, il confirma sans pouvoir être réfuté. Nous savions que le putsch était orchestré par Moscou et, comme nous l'avons également appris plus tard, que l'Angleterre avait soutenu ce mouvement financièrement avec une exceptionnelle générosité. Il nous était facile, après cela, de deviner les intentions hostiles. Voilà pourquoi le 27 mars, Hitler ordonna à ses généraux de prendre toutes les mesures nécessaires à la destruction de la Yougoslavie, aussi bien militairement que politiquement. L'action devait avoir lieu dès que possible. Elle débuta le 6 avril, l'Allemagne accusant l'Angleterre d'avoir agi en sous-main. Bien que la Russie n'ait pas été désignée, à Nuremberg, Göring ajouta « C'est précisément ce putsch qui ôta au Führer les dernières illusions qui pouvaient lui laisser croire que la Russie n'attaquerait pas l'Allemagne. » Et en effet, le 30 mars, le Führer annonça à ses généraux sa décision d'attaquer le premier. À Nuremberg, celui qui allait devenir le gouverneur des territoires de l'Est, Alfred Rosenberg, expliqua « Le 2 avril 1941, le Führer me fit appeler dans la matinée pour m'expliquer qu'il considérait comme inévitable un conflit avec l'Union soviétique. Il me donna 2 raisons. Tout d'abord, l'occupation militaire de régions roumaines, je veux dire la Bessarabie et la Bucovine du Nord. Ensuite, le renforcement considérable et progressif des forces de l'armée rouge le long de la ligne de démarcation et de façon générale sur le territoire soviétique. À ces considérations stratégiques qui concernaient l'Est, s'en ajoutaient d'autres relatives à l'Ouest. En 1941, Hitler savait que l'Angleterre était incapable de mener une guerre. Mais 1 ou 2 ans plus tard, avec l'aide des USA, elle disposerait sans doute des ressources suffisantes. Dès lors, ne fallait-il pas profiter du répit à l'ouest pour attaquer à l'est? À Nuremberg, Joachim von Ribbentrop expliqua « Gravement préoccupé par le fait que tôt ou tard la Russie d'un côté et les États-Unis avec l'Angleterre de l'autre se dresseraient contre l'Allemagne, Hitler devait donc s'attendre d'une part à une attaque de la Russie et d'autre part à une attaque combinée des États-Unis et de l'Angleterre, ce qui se traduirait par une attaque de grande envergure à l'ouest. Toutes ces considérations firent que le Führer, après réflexion, décida de faire lui-même le premier pas
et de déclencher une guerre préventive contre la Russie. Hermann Göring précisa, le Führer faisait le calcul suivant. Avant que l'Amérique en ait fini avec ses armements et la mobilisation de son armée, il aurait brisé l'avance russe par une attaque subite et aurait écrasé les troupes russes à tel point qu'elles ne représenteraient plus qu'un danger insignifiant en cas de lutte contre les Anglo-Américains sur le continent. Voilà pourquoi le 30 avril, Hitler fixa au 22 juin le jour de l'invasion. Un calendrier fut alors établi. Les 26 divisions d'attaque devraient être sur place le 1er juin. Dès le 10, elles devraient pouvoir passer à l'action. Une fois l'attaque commencée, les Allemands purent s'apercevoir que les informations fournies par leurs services de renseignement à propos des préparatifs soviétiques étaient exactes. Pour les aéroports, le degré d'exactitude provoqua même la surprise. Plus tard, le général Halder lança « C'était une guerre purement défensive ». À Nuremberg, le général Jodl confirma « C'était indubitablement une guerre préventive. Ce que nous avons constaté ultérieurement encore nous a donné la certitude de préparatifs russes sur le plan militaire qui étaient absolument gigantesques. Je renonce à donner les détails, mais tout ce que je puis dire, c'est que nous avons réussi à opérer une surprise sur le plan tactique, et cela au jour fixé. Mais nous n'avons pas réussi à opérer une surprise stratégique parce que la Russie était toute prête à se défendre. » Dans son discours du 20 juillet 1940, Hitler avait accusé les judéo-capitalistes d'avoir voulu la guerre. Sachant que pour le Führer, les Juifs manipulaient aussi le bolchevisme, il était plus que jamais convaincu que l'internationale juive avait poussé Staline à lancer une attaque concentrique contre l'Allemagne. Depuis 1914, en effet, on savait qu'une guerre sur deux fronts risquait d'être fatale au Reich. Hitler était donc persuadé que les judéo-capitalistes et les judéo-bolchevistes s'étaient concertés pour prendre l'Allemagne dans une tenaille et la détruire. Sa conviction fut renforcée par le fait qu'à la même époque, aux USA, parut un ouvrage intitulé « L'Allemagne doit périr ». L'auteur était un juif nommé Theodor Kaufmann. Il plaidait pour l'anéantissement total de l'Allemagne après la victoire alliée. Une carte montrait la future Europe sans ce pays qui aurait été démembré. Quant au peuple allemand, Kaufmann proposait de le faire disparaître en le stérilisant de force. Il parlait de stériliser les 48 millions d'Allemands âgés de moins de 60 ans pour les hommes et de moins de 45 ans pour les femmes. Il avait déjà calculé qu'avec un taux annuel de mortalité avoisinant les 2%, en 2 générations, ce peuple aurait totalement disparu. À la page 97, il proposait un plan concret pour, après la victoire, mettre en place ce programme d'anéantissement. Le 11 mai 1941, le Los Angeles Times présenta l'ouvrage sous le titre « La destruction complète de l'Allemagne préconisée ». Après avoir présenté la thèse de l'auteur, le quotidien concluait « C'est triste, mais sans doute faut-il maintenant affronter la réalité et l'idée détestable que nous aussi, nous devrons nous préparer à certaines liquidations. » Cette outrance de la propagande anti-allemande pendant la Première Guerre mondiale menaçait donc de devenir réalité. Le livre de Kaufmann ayant été connu en Allemagne, Hitler y vit la confirmation que les Juifs étaient derrière la guerre d'extermination déclarée au Reich. Plus tard, Joseph Goebbels désigna celui qui réclamait la stérilisation de chacun d'entre nous au-dessous de 60 ans. C'était une allusion transparente à Theodor Kaufmann et à son livre « L'Allemagne doit périr ». De manière prophétique, le ministre de la propagande continuait ainsi « Mais tous nos ennemis s'accordent sur une chose, la ferme résolution que s'ils battent une nouvelle fois l'Allemagne, nous devrons alors être écrasés, détruits, exterminés et rayés de la carte. Cette fois, nous ne pouvons pas espérer un autre traité de Versailles qui nous laisserait la moindre chance d'un relèvement national. » Face à cette menace mortelle, le 21 juin 1941, Hitler ordonna l'attaque de l'URSS. Dans son appel aux soldats allemands, il dénonça un complot judéo-bolchevique qui encerclait l'Allemagne pour mieux la détruire. À l'intérieur et à l'extérieur se trama ce complot que nous connaissons bien des juifs et des démocrates, des bolchevistes et des réactionnaires, dont le seul but était d'empêcher l'édification d'un nouvel État national allemand et de plonger une nouvelle fois le Reich dans l'impuissance et la misère. Ailleurs, on lisait « Le bolchevisme, créé et guidé par la juiverie internationale, est l'ennemi éternel de la culture et de la civilisation mondiale. » Ces événements auraient des conséquences fâcheuses, voire désastreuses pour les Juifs d'Europe, mais pas celles que prétend l'histoire officielle.